Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai pour vous un autre invité qui a étudié autre chose que les précédents invités déjà sur la chaîne. Donc lui c'est Monsieur Ferry et il a étudié automatisation technique, donc c'est une filière de électrotechnique, donc l'approfondissement automatisation technique. Donc il a fait ses premiers pas en Allemagne dans les années 2012-2011 je pense bien, et il a étudié dans la FA à la FA de Mannheim, donc c'est le Baden-Württemberg. Et sans plus tarder, on se retrouve juste derrière parce qu'il a beaucoup de choses à vous apporter, comment il a fait, et vraiment il allait très vite. Donc restez scotchés, on se retrouve juste après la page d'introduction, tout à l'heure. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had to go these last backdoor every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill themselves. Donc une fois de plus, merci déjà que vous soyez resté jusqu'ici. Donc je dis comme ça, je vais aller comme ça vous présenter l'invité. Donc bonjour Ferry. Bonjour. Et merci à toi d'avoir déjà accepté l'invitation sur la chaîne Réussite en Allemagne. Et vouloir apporter ton expérience déjà, ou partager ton expérience avec les jeunes. Donc je vais commencer par la première question de savoir que tu te présentes. Donc qui est Ferry? Salut Franklin, merci. Déjà c'est moi qui te remercie de me donner la possibilité de passer sur ta chaîne. Moi c'est Ferry Ngehela, je vis à Mannheim. Je suis arrivé à Mannheim en Allemagne en 2011. Après avoir obtenu mon bac au Cameroun et après avoir fait des cours de langue au Cameroun. Et je suis arrivé à Allemagne en 2011, comme j'ai dit, en janvier 2011. Et puis j'ai commencé les études à la FA de Mannheim la même année. Et j'ai obtenu en 2016, après 5 ans d'études, mon master en automatisation und Energiesystem. Et depuis, je travaille comme ingénieur à Frankenthal. Voilà. Ok. Donc maintenant, ça veut dire que c'est un peu ça en gros le parcours. Donc déjà maintenant, si on revient peut-être sur le côté du Cameroun, déjà après le bac, c'était déjà clair que j'allais étudier en Allemagne, ou c'était comment? C'était beaucoup plus le hasard comme chez moi, ou c'est passé comment de ton côté? Bon, de mon côté, après l'obtention du bac, déjà il faut dire que j'avais ici en Allemagne de la famille, j'avais mon oncle et mes soeurs qui étaient en Allemagne. Et voilà, quand j'ai fini le bac, je voulais plus ou moins continuer mes études en Allemagne. Et puis il fallait faire les cours de langue. Bon, quand on est au pays, on est en cours de langue, on s'est dit bon voilà, ça va aller vite quoi. Donc du coup je me suis inscrit à l'IUT de Douala. Pour faire l'université d'abord. Que je faisais parallèlement avec les cours de langue parce que je me disais voilà, les cours de langue, juste faire les cours de langue pendant un an, pendant un mois, c'est rien. Et voilà, donc j'ai commencé à l'IUT de Douala et parallèlement je faisais les cours du soir chez Emba. Et voilà, mes journées étaient vraiment chargées. C'était déjà le matin à 8h, j'allais à l'IUT et je faisais les cours à l'Uni normal, je finissais à 16h et j'allais au centre de cours de langue. Et on commençait là-bas à 19h, donc avant il fallait faire les Betreuung avec les groupes de travail et tout. Donc, et voilà, les cours allaient de 19h à 21h ou à 22h. Et après, le lendemain, il fallait recommencer encore 8h IUT. Donc, c'était vraiment pas facile parce que ça demandait beaucoup, il y a beaucoup de charges de travail, que ce soit au cours de langue, que ce soit à l'IUT. Et voilà, mais avec beaucoup d'engagement et de détermination, j'ai pu valider mes cours de langue, j'ai pu faire mon DS au Cameroun et puis valider aussi ma première année à l'IUT. Et par chance, après mon DS, après mon ZIDAF, obtenu je crois en novembre 2010, j'ai demandé le visa et puis j'ai obtenu le visa pour l'Allemagne. Et je suis arrivé en Allemagne en janvier 2011. Et quand j'arrive en janvier 2011, normalement j'avais une préinscription pour Kaiserslautern, donc je devais arriver et en janvier commencer à Kaiserslautern en mars. Donc il y avait un test qu'on devait faire et après, voilà, en fonction de l'examen, tu devais soit faire les cours de langue, soit faire directement, soit tenter le DSA. Et quand j'arrive à Mannheim, donc je voyais un mois de janvier en mars, je me suis dit bon voilà, qu'est-ce que je peux bien faire. Et puis ma soeur qui avait fait le cours de langue aussi à Mannheim, elle dit tiens, j'ai fait le cours ici à Mannheim, allons voir, peut-être ils ont un truc qui a commencé et puis on voit, peut-être on peut t'intégrer. Exactement, donc c'est pour ça que je me rends quelques jours après, je suis arrivé un lundi, je crois le mercredi, je me suis rendu au centre de Mannheim. Et puis une fois là-bas, ils m'ont dit bon,
il y avait un groupe qui avait commencé, et puis ils avaient fait le Beats by Spy, et puis il a resté 2 semaines de cours, et puis après ça, ils proposaient un Days for Brighton pour le mois de février. J'ai leur dit, bon, pourquoi pas que de rester à la maison et rien faire, pourquoi pas ne pas faire ces 2 semaines de cours là. Donc c'est comme ça que j'ai fait les 2 semaines de Beats by Spy ici à Mannheim, et après il y avait la possibilité de faire le DSA for Brighton qui allait tout le mois de février, et puis composer le DSA en mars. En mars, donc pour Mannheim quoi. Mannheim, exactement. Donc c'est comme ça que j'ai fait ces 2 semaines. Après j'ai fait le for Brighton, et puis j'ai tenté le DSA, et puis je l'ai obtenu. Et puis en mars, on allait à Kaiserslautern, c'était plus pour faire des cours de langue, mais je me suis immatriculé à Kaiserslautern en tant qu'étudiant. Donc, et par la suite, bon, j'ai pris un semestre frei que je pense était important parce qu'il fallait avoir une certaine base financière avant de commencer les études. Donc j'ai pris ce semestre là où j'ai un peu jobé. Et voilà, le semestre terminé, j'ai commencé dans la FA de Mannheim en automatisation technique, et voilà, 5 ans plus tard, j'ai obtenu mon master. Bon, maintenant, tu as parlé d'un truc très important, à savoir la base financière qui était importante quoi, de le faire. Bon, c'est clair que tu as profité de la circonstance parce que tu es arrivé en mars, c'est que tu vois, c'était une grande chance pour toi parce que tu as obtenu ton DSA. Mais si tu n'avais pas obtenu le DSA, si tu n'avais pas peut-être l'idée, ou peut-être Hassan n'avait pas peut-être l'idée de te faire tenter de celui de Mannheim, et que tu aurais peut-être attendu celui de Kaiserslautern. Donc après cela, tu aurais peut-être dû faire à partir de mars, peut-être finalement obtenir 3 mois peut-être après. Et financièrement, ça peut être compliqué. Donc tu as justement profité de la possibilité. C'est aussi ce que beaucoup oublient de faire parce qu'ils se disent parfois que c'est très compliqué, le cas sur au Cameroun, c'est dur. Mais est-ce que de ton côté, il n'y avait pas cette crainte-là? Est-ce que quand tu as dit, bon voilà, est-ce que tu peux faire le Fabra tout c'est directement? Tu n'as pas la crainte que, bon voilà, tu es venu avec niveau peut-être Zidaf et tu as peut-être peur que tu n'es pas à la hauteur quoi. Si, c'était avec beaucoup de peur. Je veux dire, mes débuts à la FA, au centre de cours de langue de Mannheim, c'était déjà, comme je dis, je suis arrivé le lundi. Et le mercredi, j'allais au cours de langue. Donc il n'y avait pas le temps de s'acclimater. Donc le lendemain, il fallait sortir pour choquer le dé, entre guillemets. Et puis quand j'arrive, la femme me dit, bon, c'est surtout grâce à ma soeur, puisqu'elle avait fait le cours de langue là-bas. Donc on la connaissait. Elle la connaissait, elle a dit, bon, voilà, elle essayait un peu de parler. Puis je dirais d'abord le niveau avec lequel je quittais du Cameroun n'était pas mal parce qu'on avait vraiment un très bon centre de cours de langue chez parce qu'il y a beaucoup qui sont passés par là. Et à l'autre époque, vraiment, on se donnait vraiment à fond dans les cours de langue au pays parce que, voilà, il y avait une certaine rivalité, c'était un dynamisme entre nous, c'était une rivalité, donc ce qui nous poussait à vraiment donner le meilleur de nous. Et en venant ici, j'avais un niveau. Mais une fois au centre, c'est clair que tu arrives, tu ne sais même pas comment ça va se passer. Et puis, pour la petite histoire, quand je suis arrivé le mercredi, ils avaient commencé, puisque c'était un groupe qui avait commencé à faire déjà peut-être, je crois, 5 semaines. Et puis, ils faisaient dans la semaine où je suis arrivé, ils faisaient des présentations. Donc, on faisait des présentations sur un livre que tu aurais lu, et puis tu devais venir présenter le livre, quoi. Et puis, j'arrive là le mercredi, et puis on me dit, ok, tu vas présenter ta part un livre que tu as lu. un livre que tu as lu le vendredi. Donc, déjà présenté en allemand, présenté déjà en Europe, c'était pas quelque chose qu'on faisait au Cameroun comme ça. Il présentait en allemand avec un niveau qui est... Donc, comme pour revenir à ta question, c'était vraiment avec beaucoup de crainte, de peur, voilà, j'ai marché sur les yeux. Mais avec le temps, on s'habitue, on s'acclimate, et puis après le DSA for Brighton aussi, voilà, il fallait bosser, il fallait s'y mettre, et puis voilà. Par chance, j'ai pu valider le DSA finalement à Mannheim. Et puis voilà, donc c'était vraiment avec beaucoup de charges en travail, mais par le travail et puis par la détermination, j'ai pu. Et du coup, ça me donne envie de te poser également une question parce que tu te rappelles, je pense à l'époque aussi, même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec la langue pour terminer. Parce que la majorité des gens, par exemple, que j'ai eu interviewé sur la chaîne aussi, j'ai fait des affaires de 3 mois maxi, parfois 4 mois après qu'ils soient arrivés, avec le niveau Zidaf, je rappelle, en B1, et qui réussissent carrément à avoir les DSA, après une fois Brighton est fini, quoi. Bon, il y en a certains aussi qui viennent,
mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent peut-être après un an, ils sont toujours sur les cours de langue en fait. Mais toi, tu penses que c'est dû à quoi? Ou tu penses que pour ceux-là, ils devraient peut-être... qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par exemple? Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est d'avoir une bonne base au pays. Parce qu'au pays, les cours de langue, quand je me rappelle, on prenait ça vraiment au sérieux. Parce que beaucoup, quand on dit, ok, tu vas en Allemagne, il qu'il va faire les cours de langue, et puis il dit, ok, les cours de langue que je fais là, bon, il va apprendre ici, il va vraiment apprendre. C'est ce qu'on se dit. Mais moi, je peux dire que 90% des connaissances que j'ai eues avant le président de DSA, si je les ai eues au pays, ici, il fallait juste travailler comment est-ce qu'on compose, par exemple, le DSA, comment est-ce qu'on fait le Schreiben et tout. Mais la base de la grammaire, moi que je pense, c'est la base d'une langue, la grammaire. Lorsque tu maîtrises la grammaire et le vocabulaire, ça vient en parlant, ça vient en lisant, ça vient avec le temps. Donc la base, la bonne base, c'est au pays que ça se prend. Et une fois ici aussi, il faut s'y mettre vraiment, c'est-à-dire il faut pas se dire, voilà, le cours de langue, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, voilà, je prends mon temps. Mais il faut se dire, les cours de langue, ça n'arrive pas. Ça demande de l'investissement et puis s'y mettre vraiment parce que beaucoup arrivent et se disent, ok, j'ai du temps, j'ai 1 an, j'ai 2 ans. Mais quand tu arrives, tu dis, ok, je me donne un semestre pour finir mes cours de langue et puis tu fais les sacrifices avec parce que ça va de pair. Et puis voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donc c'est un peu ça, vous avez vu, donc c'est un peu comme si vous construisez une maison, les cours de langue c'est la base, surtout ici en Allemagne si vous voulez étudier en allemand, ou vous pouvez étudier également en anglais si vous voulez, mais si vous voulez étudier en allemand ou peu importe dans le pays où vous allez, la langue c'est très important parce que la langue peut définir également votre succès pendant les études, donc ça me permet d'aller au prochain point qui sont les études. Donc tu arrives maintenant après on dit ça c'est bien, happy end, tu travailles encore 6 mois, tu te fais beaucoup d'argent. Et c'était difficile de trouver, puis tu as commencé à finir en mars. C'était l'été où tu as eu beaucoup d'argent. Ouais. Disons que j'ai eu beaucoup de chance. L'été, vraiment, il y a beaucoup de... Il y a plus de possibilités par rapport à l'hiver. Donc, quand j'ai fini le cours de langue directement, je suis allé à la travail. Et puis, j'ai trouvé j'ai eu un contrat là-bas pour 1 mois. Donc, de mars en avril. Et puis, le boulot est fini là-bas. Je suis allé à un autre travail. Là-bas, j'ai travaillé aussi 1 mois jusqu'en d'avril à mai. Et à mai, j'ai postulé pour Daimler à Veules. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris là-bas. Et puis, j'ai travaillé à Daimler pendant 3 mois. Et après, j'ai commencé mes études. Donc, c'était vraiment, eu beaucoup de chance. Et la cerise le gâteau encore, en finissant à Daimler, ils m'ont proposé le flexi. Donc, je n'avais plus besoin de chercher un autre base. Je travaillais à Daimler généralement le samedi et un jour dans la semaine quand je pouvais pour mes 2 premiers semestres. Et je travaillais à Daimler pendant 1 an encore, après avoir fait mes études. Et puis après, j'ai commencé à postuler pour les Werkstudent et c'est comme ça qu'au 3e semestre, j'ai eu un Werkstudent, donc mon flexi à Daimler, j'ai pu le Kündigen et puis je travaille maintenant en Werkstudent. C'est pour ça que tu es parti. Non, c'est super. Je pense que ça veut dire que le côté financièrement, vraiment parlant, c'était ok quoi. Tu as eu beaucoup de chance. C'était un gros plus pour toi pour le début. Bon, maintenant, si on revient les études, tu as étudié automatisation technique. Est-ce que au départ, tu voulais la faire? Est-ce que c'est clair au niveau de la... Je pense que c'est pas le choix de filière, le choix de automatisation technique. Pourquoi automatisation technique en fait? Déjà, il faut dire qu'au Cameroun, j'ai eu un bac électronique. Il faut dire que pour la petite histoire, Franklin et moi, on a fait le probatoire et le bac ensemble au Cameroun pour le bac électronique. Et déjà au pays, je disais que j'étais passionné par l'électronique, par tout ce qui était technique. Et voilà, donc l'envie de faire dans ce domaine-là, dans l'électronique, était depuis le Cameroun, depuis presque, disons, le collège. Et quand j'arrive maintenant ici, j'ai regardé en fonction de la filière, parce qu'ici il y a la filière aussi électronique. Et voilà, je me suis renseigné par rapport au contenu, par rapport au débouché, par rapport à ce que je vois, à quel profil je voulais faire plus tard. Et puis la filière automatisation technique m'a beaucoup parlé parce que c'est une filière assez, on le retrouve dans presque toutes les disciplines, dans l'automobile, dans la chimie, dans les raffineries, dans l'aéronautique. Donc tout ce qui est industrie demande de l'automatisation. Donc, et c'était un truc qui me parlait.
quand je regardais les vidéos des process, tu vois, comment les chaînes de production se passent et tout, et tout, et tout. Donc j'étais vraiment attiré par cela et je l'ai fait vraiment avec passion, avec beaucoup de passion. Et voilà, donc le choix de la filière c'était plus ou moins clair. était plus ou moins clair. Okay. Bon, est-ce que tu as eu les difficultés pendant le parcours des études, par exemple? Parce que parfois, de ton côté, par exemple, c'est spécial. Tu avais financement parlant, s'il n'y a plus de débat, c'était OK. Bon, est-ce qu'à côté des finances, tu as quand même d'autres difficultés, à savoir, par exemple, genre, les grands frères qui étaient déjà habités dans Manam, qui ont commencé avant, te disaient que mon petit, ce que tu fais là sur le feu de paille, tu vas t'en sortir. En fait, qui c'est les ondes négatives comme ça, ou peut-être déjà difficulté, parce que tu as quand même fait, tu as quand même étudié à Manam, et Manam, on sait que c'est côté divertissement, Baden-Württemberg, pensez sont parmi les top premières villes, quoi. Donc, qu'est-ce qui est assez, qui concerne les boîtes de nuit, tout ça, vraiment, tu es quand même bien entretenu sur ce niveau-là. Bon, comment tu as quand même pu faire la part des choses, dire que bon, voilà, il y a la fête tout le temps, tous les week-ends, carrément. On venait de loin pour venir faire la fête à Manam, mais malgré cela, tu as quand même pu faire la part des choses. Comment tu as surmonté tous ces trucs-là? Ou est-ce que c'était la difficulté même pour toi à la base? Bon, déjà, moi je pense que 80% du parcours, du moins le début, économiquement, dépend de la personne qui l'accueille. C'est-à-dire, quand tu arrives par exemple chez quelqu'un ou sur la personne qui t'accueille, si c'est quelqu'un qui fait la fête tous les jours, du coup, tu vas prendre l'habitude, tu vas prendre aussi l'envie de faire la fête, ou si la personne est, je sais pas, donc tu calques un peu les personnes qui t'accueillent en Allemagne. Et puis, moi j'ai eu la chance d'être accueilli par mon oncle qui a beaucoup contribué à mon succès. Parce que voilà, il m'a guidé, il m'a montré, il m'a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut. Et du coup, moi je le prenais pour moi, je me disais, voilà, je veux aussi avoir un parcours, je vais finir. Et puis voilà, donc les autres grands frères qui viendraient dire voilà, tu vas pas réussir, c'était un peu secondaire, vu que ça n'en fait pas. C'est qu'il restait dans ma tête, voilà, j'ai vu comment il a cheminé. Mais tu as quand même connu les cas là, Oui, bien sûr, quand j'arrive à la FA, il y a des gens qui ont commencé longtemps avant moi. Sûr, hein. Et puis voilà, ils peuvent avoir certaines paroles, mais pour moi, je ne connais pas beaucoup d'attention. Je me disais, chacun a son parcours, chacun a ses chances, chacun a ses capacités. Chacun a son époque aussi. Chacun a son époque. Et voilà, je suis resté focus sur ce que je voulais atteindre comme objectif. Et puis il faut dire que voilà, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Et j'ai pu terminer mes études dans le temps, quoi. Bon, maintenant, j'ai une autre question à savoir. Tu parlais en fait de la filière automatisation, tu parlais de Werkstudent également que tu as eu à faire. Est-ce que l'idée vient de Werkstudent? Parce que moi, de mon côté, par exemple, et tout ce que je suis interviewé, c'est que à l'époque, les Werkstudent étaient plus ou moins tabou parce que nos grands frères n'osaient pas le faire. Donc, qu'est-ce qui te donne la puce à l'oreille qui a les Werkstudent? Comment ça vient? Déjà, quand je travaillais à Daimler, vraiment se lever le matin, par exemple, il faut à 4 heures aller courir, par le train le matin. Et dit que non, il n'y a pas cette possibilité-là. Et puis, mon oncle, qui aussi m'a dit, voilà, il y a la possibilité de faire des Werkstudent. Et aussi, à la FA, parce qu'à la FA, j'avais un ami allemand qui, lui, travaillait, disons, carrément en mi-temps avec ses études. Et puis lui aussi, il m'a aussi beaucoup aidé dans la condition de dossier, faire le brevet. Bon, donc c'est avec lui que voilà, quand j'ai fini le premier semestre, déjà avec les notes que j'avais au premier semestre, il dit voilà, on commence à envoyer avec les brevets. Bon, il faut dire que quand tu commences à envoyer les brevets, bon, il a fait du téléphone même pas, il y a beaucoup de moi, il faut parce que voilà, j'envoie, donc j'avais pour que chaque mois j'envoie au moins 5 à 10 brevets. Bon. On ne me répond pas. Il n'y a pas de problème, tu continues. J'envoie seulement. Donc, au deuxième semestre, par exemple, j'ai envoyé près de 50 nouvelles. Bon, j'ai eu seulement un Vorstellung. Ah, c'est vrai. Mais tu as persévéré quand même 50 nouvelles. Et sur le Vorstellung que j'ai fait le deuxième semestre, je suis arrivé là-bas, il a dit que celui-ci là. Donc, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème. Ça tout continué. Le semestre qui suit, au troisième semestre, j'avais encore plus de notes à montrer. Et j'ai continué à envoyer. Pour trouver des films, un petit tips, moi j'allais dans je regardais les partenaires films de la Hochschule. Donc quand je parle généralement à la Hochschule de Manam, généralement dans tous ils ont des films avec qui ils sont en coopération. Et puis tu vois la liste, il y a près de 200 films de la région par secteur. Donc du coup ils disaient ok, je prends peut-être les 50 premiers, chaque semaine 10, j'avais déjà
Mais au-delà, une fois par et puis je copiais, c'est vraiment de modifier dans la tête, et puis je modifiais peut-être le texte, il fallait le faire. J'envoyais. C'était répondait en disant non, c'est pas possible. C'était répondait même pas. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise. Et puis voilà, j'ai commencé là-bas avec Student et jusqu'ici, je vais aller pour le mieux. Quoi. Ok, non, ça c'est cool. Je veux dire, donc, vous avez vu, donc il faut toujours essayer, et peu importe, vous pouvez faire sans, même sans vous refuser. Une chose est sûre, c'est qu'en persévérant, une entreprise va vous récupérer. Le plus important, c'est aussi vos notes en fait. Donc, les 2 premiers semestres sont très déterminants. Vous avez vu le cas de Ferry. Après 2 semestres, il a commencé avec Student. Et avec Student, j'expliquais déjà ça dans une vidéo précédente. Et également, vous pourrez trouver le lien sur qui va s'afficher sur la vidéo. Également, il y a l'autre vidéo sur le piège de celui qui vous reçoit en Allemagne. Parce que lui, il détermine au moins 90%. Ferry disait au moins 80% sur votre devenir en Allemagne. Donc, c'est très important. Et j'ai eu des cas également de gens qui ont été reçus par des personnes qui n'avaient pas eu du succès, entre guillemets, par les études, mais ils ont quand même pu se surmonter et quitter la ville en fait pour faire eux-mêmes leur propre route. Et ne calquez jamais votre succès ou votre parcours à quelqu'un qui vous retrouve ici. Quoi. Il a eu son époque, vous avez votre époque et les choses changent tout le temps. Donc c'est possible que par rapport à cela, votre époque soit différente ou peut-être que vous avez plus de challenges ou moins de challenges que la petite personne qui vous a acquis. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce que Ferry a dit. Bon, Ferry, j'ai encore 2 questions pour terminer sur la vidéo. La première question que j'ai, ou l'avant-dernière question que j'ai posée, c'est de savoir, est-ce que, donc toi tu as eu déjà un bac F2 à la base, donc qui était plutôt facile, le côté technique. Bon, il y a des gens qui viennent également avec les bacs C ou bac D, qui veulent aussi peut-être faire la filière de automatisation technique. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme ça à Malévi comme conseil dans ce domaine-là? Disons pour la filière automatisation technique, les conseils que je peux donner à ceux qui voudraient faire cette filière, c'est déjà savoir quels sont les débouchés. Il faut s'informer. C'est pas seulement pour la filière automatisation, pour quelque filière que ce soit, il faudrait déjà s'informer sur voilà, quels sont les débouchés de la filière. Là, je travaille dans quoi, je travaille comment, quelles seront les tâches futures. Et puis, choisir une filière, c'est important parce que après, tu travailles dans un domaine, il faut que le domaine te plaise. Moi, je pense que quand tu travailles dans un domaine qui ne te plaît pas, le travail devient plus difficile. Même dans les études, quand tu étudies un truc qui ne te parle pas, qui ne te plaît pas, c'est plus difficile encore. Donc, ce qui veut faire automatiser, c'est une filière, je pense, qui a assez de débouchés parce qu'il y a tellement de spécialisations possibles, tellement d'entreprises, pas seulement en Allemagne, dans le monde, pas seulement des entreprises industrielles, on la demande en automatisation. Donc voilà, c'est se renseigner et s'il faut un peu parler de la filière en elle-même, la filière automatisation est une partie programmation, que ce soit SPS programmation, que ce soit microcontrôleur de programmation, que ce soit la programmation, même embedded un peu. Il y a une partie électrotechnique, donc électrotechnique pure, ou l'électrotechnique de puissance, comme on appelle ce pays. Électronique de puissance. Et c'est un peu ça, donc c'est un mélange entre programmation et électrotechnique. Et voilà, c'est une filière que je conseillerais à tout le monde parce que bon, peut-être la filière qui va le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de débouchés aussi, c'est l'un des avantages de la filière là. Donc voilà. Ouais, donc c'est un peu ça, donc c'est pour ceux qui veulent faire automatisation technique ou peut-être qui ont des questions, vous pouvez laisser les commentaires sur la vidéo, donc Ferry pourrait également répondre, je pourrais en transmettre à Ferry pour qu'il réponde si vous avez des doutes là-dessus et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est possible et c'est un truc qui a beaucoup de débouchés. Bon, maintenant Ferry, sur la dernière question que je vais demander, c'est de savoir, est-ce que maintenant sur ton parcours qui est plus ou moins exemplaire, je dirais exemplaire, si tu l'as fait à 5 ans, tu as fait ton master et tout, est-ce que tu avais quand même des points où tu disais que bon voilà, même si je reprenais, s'il fallait que je reprenne les études, j'aurais évité de faire ceci ou faire ceci, j'aurais plutôt fait ceci. Est-ce que il fallait reprendre aujourd'hui les études, est-ce que tu as un point que tu as dit, bon voilà, peut-être, je ne veux pas dire échec de ton côté, peut-être par manque d'expérience, peut-être des erreurs que tu as eu à faire quoi, pendant ton parcours, tu as dit, bon voilà, j'aurais plutôt fait comme ça. Bon, si je parlerais de choses que j'aurais pu faire ou s'il fallait que tu reprennes, moi j'aurais refait automatisation. Ouais, ça c'est clair. Si on commence ma vie 50 fois, je pense que c'est la filière que je choisirais. Mais je me serais plus ouvert vers des spécialisations, des formations. Parce que quand on est étudiant, il y a beaucoup de choses qui nous sont accessibles.
Donc il y a beaucoup de choses, étant étudiant par exemple, que les films comme Siemens, comme ABB, beaucoup de choses. Donc lorsque tu es ingénieur déjà, tu payes des sommes énormes pour pouvoir faire ces choses-là. Et tant que tu es étudiant, tu as la possibilité de faire ça quasiment gratuitement, très moins recours. Donc je me serais pendant ma formation plus intéressé à ce genre de choses. Et aussi à la Hochschule par exemple, où j'ai étudié, il y a beaucoup de programmes que j'ai su seulement tard, par exemple des stipendiums, des trucs comme ça, que j'ai reçu certes, mais déjà à partir du 6e semestre. J'aurais pu commencer le premier semestre ou le deuxième semestre à postuler pour ces trucs comme ça là. Et je suis ça, si j'avais su plus tôt, peut-être je l'aurais fait aussi plus tôt. Engagé plus tôt quand même. Donc voilà, c'est les deux points que je corrigerai dans mon parcours. William, merci alors pour ton conseil de fin, comme tu l'as dit. Si revenait que tu reprennes, tu dois plutôt conseiller les étudiants, les nouveaux étudiants à être plus ouverts, à aller vers des séminaires, aller vers des sociétés qui sont en partenariat avec les universités ou les Hochschulen. Parce que le cas en Allemagne, en fait, beaucoup de sociétés sont en partenariat avec les Hochschulen parce qu'elles forment les étudiants qui vont justement travailler dans ces sociétés-là plus tard. Donc il faut être un peu plus ouvert. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez beaucoup de possibilités qu'on n'avait pas eu avant. Vous avez cette chaîne qui vous apporte beaucoup de contenu chaque semaine. Donc ça peut également être une source d'information pour vous, pour en savoir un truc. Donc à côté de cela, donc ça c'était comme ça la première partie de la vidéo, le côté études de Ferry. Vous voyez le départ du Cameroun, des étudiants. Après les études, maintenant il a d'autres casquettes. À savoir, il fait également dans l'entrepreneuriat un peu, donc il est membre actif d'un groupe qui fait dans l'agro-pastorale dans son pays d'origine qui est le Cameroun. Mais par rapport à cette partie-là, on se retrouve juste derrière. Ok, de retour dans ce studio, merci d'être resté. Donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo qui concerne le côté entrepreneuriat de Ferry. Donc comme je disais à la question Ferry, tu es un membre très actif de votre groupe. Tu m'as dit que le groupe s'appelle MBAP. Bon, c'est déjà quoi MBAP en fait? MBAP, ceux qui connaissent MBAP, ça veut dire viande en langue bamileke. MBAP en fait c'est un groupe de Camerounais, d'ingénieurs camerounais qui se sont mis ensemble pour participer au développement du Cameroun. Et l'idée de base partait du fait on s'est posé la question, du moins le membre fondateur de MBAP s'est posé la question, voilà, à quoi est due la différence de prix par exemple entre le prix du poulet en Allemagne et le prix du poulet au Cameroun. C'est-à-dire, tu parles d'un marché en Allemagne, tu vois un poulet qui a été élevé, qui a du poids, qui a été après à l'élevage, a été transformé, on a déplumé, on a empaqueté et on le vend au supermarché à un prix inférieur par rapport à ce qu'on aurait pu trouver au Cameroun. Donc partant de cette volonté de comprendre à quoi cela est dû, cette différence-là, on s'est constitué en tant que groupe dans un premier temps, et puis on a essayé d'analyser le processus qu'on retrouve par exemple un poulet sur le marché camerounais. Ça veut dire, avant que le poulet se retrouve là-bas, quelles ont été les étapes? Le poulet est sorti d'où? Et puis on a retracé la chaîne, et puis on a essayé d'identifier quels sont les points de la chaîne qui font en sorte que le prix du poulet au Cameroun actuellement par exemple est fixé. Ça veut dire c'est très difficile de varier du prix standard qui est, parce qu'il y a des constantes qui ne varient pas. Maintenant, par de ce fait-là, on s'est dit voilà, il faudra apporter des solutions à ça. Et c'est comme ça que le groupe s'est mis sur pied en 2016. Donc ça fait déjà près de 3 ans que le groupe MBAP existe. Et MBAP, c'est une structure qui veut faire dans la haute pastorale de façon professionnelle, de façon industrielle. Donc on a commencé par une phase pilote où on a touché le terrain, on est allé au Cameroun, et puis on a essayé déjà de comprendre comment est-ce que le marché camerounais, du moins la position camerounaise fonctionne. Et dans cette phase pilote aussi, on a pu retracer la chaîne
qui est la suivante. Donc, au Cameroun, généralement, les poulets qu'on vend, c'est les poulets de chair. Et pour avoir ces poulets de chair, là, il y a des poules spéciales qu'on appelle les parentaux qui donnent des poussins, et puis les poussins, là, on les incube. Donc, il y a un appareil qui reproduit le travail naturel de la poule, qui couvre les œufs. Et une fois ces œufs couverts, là, après 21 jours, on plein de poussins, et les poussins, on les élève, et puis à la fin, on a les poules qu'on appelle poules de chair. Donc, on s'est attaqué à cela. On a commencé par deux secteurs, à savoir le côté incubateur et le côté élevage. Et l'idée, ou du moins la motivation première, était de faire les choses différemment, c'est-à-dire faire les choses de façon professionnelle, de façon industrielle, de façon pensée, mûrie, pour apporter des solutions concrètes de façon durable. Donc, dans la phase pilote, comme je disais, on a eu à concevoir un incubateur qui actuellement est utilisé au Cameroun, et on a eu à construire une ferme. Donc on a une ferme où on fait de l'élevage et on travaille de façon professionnelle, de façon technique pour les incubateurs et sur comment développer la chaîne de production des poulets. Ok. C'est un peu ça en gros le projet. On va revenir en détail encore sur... Oui, au long de la vidéo, de toute façon. Donc, tu disais en fait, le projet, c'est un projet, en fait, vous partez dans l'idée d'industrialiser, donc finalement pour impacter au niveau du prix de vente, parce que vous avez remarqué en fait que dans toute la chaîne de production, c'est justement ces différents pôles-là qui font en sorte que le poulet est cher aujourd'hui, quoi. C'est beaucoup par rapport à la population, par rapport au pouvoir d'achat de la population camerounaise qui peut face offrir ce luxe-là en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité, aujourd'hui, manger un poulet, c'est un peu déjà le luxe dans beaucoup de pays africains. Donc c'était ça votre motivation. Pour revenir un peu dans ce que je disais tout à l'heure, l'un des problèmes qu'on a au Cameroun en matière de production, c'est que la chaîne de production n'est pas en synergie. Et pour avoir une industrialisation par exemple, de la production, il faudrait maîtriser la chaîne. Ça veut dire, si tu te dis, voilà, je vais seulement dans l'élevage de poulet, pour le dire comme ça, là, tu as besoin dans l'élevage des poussins. Si tu ne maîtrises pas comment le poussin est fait, tu vas dans l'élevage, tu sors perdant. Pour l'élevage, tu as besoin par exemple de nourrir tes poules. Donc tu as besoin de nutriments, et si tu ne maîtrises pas comment cette nourriture-là de tes poules est composée, tu es perdant. Et après, même si tu ne maîtrises pas, après que tu aies produit, comment est-ce que tu vends tes poulets, où est-ce que tu vends tes poulets, tu as des difficultés. Donc c'est donc à ces différentes maillons de production qu'on essaye d'apporter des solutions concrètes. Ok, et le projet, vous êtes combien de membres déjà? Actuellement, nous sommes au nombre de 7 membres, dont 6 sont ici en Allemagne et un est au Cameroun, notre représentant au Cameroun qui se donne un projet à plein temps. Donc, on est actuellement 7. 7 dans le projet, ok. Et celui qui est au Cameroun, c'est aussi un ingénieur qui était aussi un ingénieur parti de l'Allemagne. Exactement, quelqu'un qui a fait l'Allemagne et qui nous accompagne sur le terrain. Voilà. Okay. Pour le suivi et pour la mise en place, c'est lui notre représentant au Cameroun. Ok, bon, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que depuis 3 ans quand même, le projet est en cours. Qu'est-ce qui vous donne la motivation? Parce qu'on sait qu'au Cameroun ou dans les pays africains, le côté business est un peu pas très structuré, donc c'est très compliqué. Mais vous avez quand même pu jusqu'à 3 ans déjà maintenir le groupe. Comment vous réussissez? Parce que beaucoup de groupes n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est ça qu'on reproche généralement aux Africains. Comment vous faites dans votre projet pour vraiment avancer comme ça sereinement? Moi, je dirais pour avancer sereinement dans ce genre de business, il faudrait des personnes motivées, des personnes qui ont tout le même objectif, qui dit ok, on veut tel résultat et travailler sur le long terme. Se dire ce qu'on veut faire va prendre du temps, il faut être conscient de cela et on se donne les moyens, on y met de l'énergie, de la motivation pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, on a séquencé notre plan d'action en différentes étapes. On s'est dit, ok, on a une première phase de pilote où on a travaillé sur l'incubateur. Comme je dis, vous pourrez peut-être voir les vidéos de cette phase pilote-là où on a travaillé ici en Allemagne déjà.
sur l'incubateur. Et puis, au travail, par la phase pilote au Cameroun, on a fait d'abord l'élevage à plus petite échelle. Et puis, après cette phase de pilote, on est passé, quand ça a été couronné nos sélections, on est passé dans la prochaine étape, qui était la phase, disons, de pré-industrialisation. C'est l'étape où on est actuellement, où on travaille sur 3 ans avec les objectifs définis. Et après cette phase de 3 ans-là, on passe maintenant à la phase d'industrialisation totale. Et il faut dire aussi, l'un des atouts qu'on a dans notre groupe, des gros atouts, c'est qu'on a un représentant sur place, sur le terrain, qui disons, la mentalité de l'Europe, parce qu'au pays, c'est pas généralement facile de trouver des personnes fiables qui puissent mener à bien les projets, parce qu'on ne peut pas être au pays nous-mêmes pour implémenter certaines choses. Donc, cette personne-là qui réalise les tâches pour nous au pays, et puis c'est l'un des avantages qu'on a dans notre groupe. Et voilà, donc je dirais, pour me résumer, ce qui fait en sorte que MBAP existe depuis là jusqu'à ce jour, c'est la motivation de ses membres et notre représentant sur le terrain. Ok, est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de venir, d'investir dans MBAP en tant que membre? Si peut-être quelqu'un aimerait bien en savoir plus sur le projet, voilà, investir dans le projet pour faire partie de l'équipe de cette personne, si c'est possible, quelles sont les possibilités? Moi, j'inviterais, je l'appelle, je profite de ton audience pour passer le message à toute personne qui aimerait travailler dans un projet passionnant, ou toute personne qui aimerait gagner de l'argent, ou toute personne qui aimerait participer au développement du Cameroun, à contacter MBAP pour intégrer ce magnifique projet qui, on le pense, va révolutionner la manière de faire l'élevage au Cameroun. Et maintenant, pour revenir à ta question, Franklin, comment est-ce qu'on intègre MBAP? MBAP a 2 types d'investisseurs. On a des investisseurs qui traversent le projet, c'est-à-dire ceux qui, de cette personne que j'ai citée tout à l'heure, il y a la possibilité d'intégrer des personnes qui participent au projet de façon active. Donc, c'est la première possibilité là. Donc, on peut intégrer le projet en tant que membre, disons, fondateur, membre actif du projet. Et la deuxième possibilité d'intégrer MBAP, c'est en tant qu'investisseur externe. C'est-à-dire, on vous dit voilà ce qu'on veut réaliser, voilà le capital dont vous avez besoin, voilà les garanties que vous avez sur vos investissements. Et puis, toute personne désirant investir, mais vous ne participez pas au projet, c'est-à-dire vous avez chaque trimestre le rapport d'activité, le rapport financier, comment est-ce que votre argent a été utilisé, et puis avec la perspective que chaque année votre argent produira naturellement des intérêts. Donc toute personne, comme je dit, voulant investir ou voulant participer activement ou passivement, de soit contacter par la chaîne où il y aura sûrement le lien pour la page Facebook, et voilà, toute personne est bienvenue. Non, je laisserai un lien là-dessus où les numéros de téléphone pourraient contacter si vous voulez en savoir plus, quoi. Si vous voulez avoir posé le responsable directement pour poser quelques questions, si vous voulez intégrer un projet, si vous êtes ceux-là que l'agro-pastoral en parle, donc vous parlez beaucoup, vous aimez bien travailler sur le projet. Et il n'y a pas que le côté agro-pastoral, parce qu'il y a le côté également innovation. Il y a l'incubateur, donc un peu le côté électrotechnique aussi. Exactement, donc aussi apporter le know-how qu'on a pu acquérir ici, puisque moi en tant qu'automatiseur, quand on parle par exemple de chaîne d'abattage ou de chaîne de traitement ou même d'incubateur, c'est des procédés qu'il faut automatiser, et puis tous ceux qui sont ici, en tant qu'ingénieurs, participent par leur connaissance à mettre sur pied des produits, disons, professionnels. Ok. Donc aujourd'hui, pour se retrouver à presque la fin de l'année, et c'est quoi le projet futur de MBAP? Alors c'est quoi, qu'est-ce que MBAP prévoit déjà de façon très brève pour l'année prochaine, déjà dans l'année prochaine? Donc pour l'année prochaine, MBAP prévoit, déjà on a un premier incubateur qu'on appelle, le nom de l'incubateur 1.0. MBAP prévoit de passer à la prochaine phase d'incubateur en faisant un de plus grande capacité. Donc c'est l'un des points phares pour l'année prochaine. Et aussi, tous ceux qui travaillent dans l'élevage savent qu'on ne peut pas faire l'élevage sans l'agriculture. Les deux vont toujours de pair, parce qu'il faut maîtriser ce que les animaux qu'on élève consomment. Donc l'AMBAP prévoit l'année prochaine de faire dans l'agriculture et également
Et en troisième point, MBAP a pour objectif d'augmenter sa capacité de production. Donc ces 3 points-là, ça constitue les objectifs l'année prochaine. Travailler sur l'incubateur, faire un incubateur de plus grande capacité, travailler sur l'agriculture, maîtriser ce que nos poulets mangent et puis passer à un élevage en plus grande quantité. Et totalement industrialisé, quoi. Exactement, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir travaillé sur quel est où est-ce qu'on veut installer nos structures. Par exemple, prenons le cas de l'incubateur. Lorsqu'on fait un incubateur, par exemple, il faut toujours penser aux conditions du pays. C'est-à-dire, voilà, par exemple, au pays, on a le problème de coupure de courant, on a le problème de l'employé qui peut-être ne peut pas être fiable. Donc, en faute de compte, il faut tenir compte dans le design de l'appareil et même dans le choix de solutions. Et donc, on essaie de partir de cette question-là, de ces problèmes-là, pour apporter des solutions industrielles à grande échelle. Ok, donc c'est en fait ça que je voulais que Ferry en fait en dise, parce qu'il est très actif de ce côté-là aussi. Et je vous conseille également, si vous êtes intéressé par le projet, de juste de laisser soit un commentaire, soit laisser vos impressions. Je vais laisser un contact, donc vous pouvez écrire un email, vous pouvez écrire si vous êtes intéressé par le projet MBAP, ou si vous souhaitez rencontrer ceux-là qui sont actifs dans le projet MBAP pour discuter avec eux, ou peut-être même déjà assister à leur séance de réunion, prendre un peu, toucher un peu du doigt à ce qui se passe, donc vous serez la bienvenue. Donc c'est ici que la vidéo s'achève et je dis à toi merci Ferry, à moins que tu aies un truc encore à ajouter. Non, c'est à moi de te remercier, merci pour le travail que tu fais, merci de prendre ton temps, ton énergie pour pouvoir déjà donner beaucoup d'informations à ceux-là qui peut-être commencent les études en Allemagne ou aimeraient venir en Allemagne pour étudier. Et aussi, voilà, merci pour tout le travail et je m'en appelle encore à toute personne désirant intégrer le projet MBAP. Nous sommes ouverts et voilà. Ok, donc sur ce, je vais terminer sur la phrase qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Donc n'oubliez pas cette phrase-là. Parce que c'est vraiment ça le problème aussi, généralement chez les Africains que j'ai remarqué, même pendant les études, généralement on se pense qu'on apprend seul, on est toujours beaucoup plus avantagé, mais généralement quand on est en groupe on profite plus et on va plus loin. Parce si tu me permets encore une parole, c'est s'il y a des personnes ou des groupes qui au Cameroun aussi font dans le même ordre d'idée, nous on est aussi ouvert à toute collaboration, c'est-à-dire comme tu viens de le dire, certaines personnes qui ont un projet veulent, je sais pas, le fermer et puis dire que voilà, on veut faire ça seul et tout. Mais je pense que la meilleure approche, c'est de travailler ensemble, travailler en groupe, pour apprendre les erreurs des autres, pour que les autres apprennent nos erreurs. Donc, si toutes les personnes qui font dans les projets similaires et qui cherchent des partenaires et qui veulent une quelconque collaboration, nous sommes aussi ouverts pour collaborer avec toute personne. Ok, donc c'est ici qu'on termine la vidéo et vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais qu'elle est longue certes, mais je pense que ça vous apporte beaucoup plus et on se dit à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back over there in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill.